8 Français sur 10 vivent en ville, mais la plupart d'entre eux rêvent de s'installer à la campagne, 64% selon une récente étude BVA. Et finalement, ils ne sont qu'une poignée à sauter le pas chaque année. Alors nos campagnes peuvent-elles encore lutter longtemps face à l'attractivité des métropoles? Eh bien peut-être. Vous allez voir dans cette enquête de région comment des villages de Nouvelle-Aquitaine contre-attaquent pour ne pas disparaître. Nous sommes aujourd'hui dans un village en pleine mutation, Saint-Pierre-de-Frugy, à mi-chemin entre Périgueux et Limoges. Il y a quelques années encore, ce village se mourait. Aujourd'hui, fini la crise. Plus de 70 nouveaux habitants sont arrivés dernièrement et Monsieur le maire croule sous les demandes d'installation. Le secret, transformer ce village en un Eldorado du bio et du bien vivre. La campagne, pour quelle vie? Réponse dans cette enquête de région. J'entends toujours oui, on fait rien dans nos communes, on fait rien dans nos communes. Et puis quand on fait quelque chose, les gens ils viennent pas essayer. Tout vient des habitants en fait aujourd'hui, qui poussent leurs élus à agir. Moi je suis pas inquiète et je vois les générations de mes enfants qui reviennent ici. Une épicerie, un restaurant, une école, la rue principale de Saint-Pierre-de-Frugy a de quoi faire pâlir ces villages de plus en plus nombreux, sans commerce, sans service, sans Internet. Comment tout cela a-t-il été possible ici? Nous le verrons après notre première enquête. Nous allons dans les Deux-Sèvres, à la rencontre de 4 habitants qui, chacun à leur manière, réinventent la vie à la campagne. Qu'est-ce qui fait encore tourner nos campagnes? Quels sont ceux qui ont décidé d'y vivre malgré la désertification? Franck, Laura, Jean-Philippe et David, eux, ont pris leur destin en main au cœur d'une ruralité qu'ils réinventent au quotidien. On est plus proche de la terre, moins industrialisé. La liberté, la campagne, on est tranquille. Le but, c'est vraiment de développer notre région. On entend toujours « Ah ben, autrefois, il y avait ça, il y avait ça ». Mais quand on l'a, on le fait vivre. Ce retour à la terre, Franck Larceteau le vit depuis 1 an. Un changement professionnel radical pour cet ancien ingénieur en industrie. C'est un peu le but de refaire un peu les gestes d'autrefois, d'antan, avec une technique la plus basique que nos anciens avaient mis au point. Et pour moi, l'objectif, c'est d'aujourd'hui, au XXIe siècle, refaire ce que faisaient nos anciens à d'autres siècles. Pour faire du gras. Mais ce meunier est aussi très bien ancré dans son millénaire et il fourmille d'idées pour faire tourner son moulin. Ça sera un cookies gâtinet. Et on essaiera de mettre en lumière la farine de sarrasin, le blé noir. Sa femme s'occupe du commercial. Leur farine se décline en pâtes, galettes, pain d'épices, grâce à des artisans du coin. Notre pain, je pense qu'on peut être un maillon fédérateur dans ce circuit court. Et donc faire le lien entre les agriculteurs locaux et les transformateurs locaux. Ce moulin a été abandonné depuis 1910 jusqu'à 2013. Et ceux que ça intéressait. Une activité économique renaissante qui ravit l'association locale à l'origine de la rénovation du moulin. J'ai encore en souvenir, j'arrivais par la petite route et qu'est-ce que j'ai vu? Une des jumelles du couple là, qui a repris le moulin, qui partait en vélo vers le moulin qui tournait rejoindre son père. Et je me suis dit, et on s'est dit tous ensemble, c'est bien qu'on l'ait restauré et la ruralité, la vie rurale a repris ici.
La ruralité a pourtant beaucoup changé. Les modes de consommation se sont uniformisés sur tous les territoires. Mais au milieu des enseignes de grande distribution, un étonnant tracteur vert a creusé son sillon. Celui du circuit court, là aussi, emprunté il y a 10 ans par les créateurs des magasins Plaisir Fermier. Leur promesse, des produits en vente directe d'agriculteurs locaux. On est juste à côté de la station Leclerc, de la station du Leclerc, donc forcément les gens en faisant le plein, ça regarde quoi. Aller chercher les clients là où ils sont, un concept simple et malin qui cartonne. 4 magasins ont vu le jour. Le consommer local semble plus que jamais une priorité pour certains. Nous, on aime tout ce qui est les produits naturels, les produits vrais, les produits bio, tout ce qui... Moi, je préfère ça que les grandes surfaces, on est bien obligés, mais... Bonjour, on est ensemble. On vient d'arriver dans la région, donc on privilégie les produits directs du producteur vers le consommateur. Donc on espère être satisfait et pouvoir revenir. Mais si les grandes surfaces commerciales font le plein, les centres-bourgs, eux, se vident de leur commerce. C'est le combat de David Fèvre, le boulanger de Feniou, un village de 700 habitants. L'initiative de ce 12-13 nous emmène maintenant dans une petite commune des Deux-Sèvres où un boulanger interpelle Emmanuel Macron sur la disparition des commerces ruraux. Il envoie au chef de l'État ce colis particulier. Donc je vais mettre une brioche à l'ancienne, au beurre de Pampli. En janvier dernier, de nombreux médias parlent de son audace et de sa proposition, le passe-commerce, une réduction d'impôts pour ceux qui font vivre les petits artisans. Ce passe-commerce, ça serait remis par les mairies et en début d'année, avec des passages minimum, par exemple 30 passages chez le boulanger, un passage chez le garagiste, et que ça soit validé en fin d'année, on le remet aux mairies et il y a une petite déduction d'impôts. À l'époque, David Fèvre reçoit le soutien de ses clients et leur fait signer une pétition. Qu'est-ce qu'on devient après, nous, si on n'a plus ces artisans et tout, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut qu'elles vivent, nos petites communes. Hein. Emmanuel Macron a fini par lui envoyer une lettre de remerciement et des élus de la majorité ont promis de le soutenir. J'y crois. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui vont se pencher. On dit que Macron, c'est le président des riches. Le député, comme il dit, on va prouver que aussi il peut faire pour les gens d'en bas, parce que moi aussi, je m'estime des gens d'en bas. Et ça sera un bien pour tout le monde, quoi. Et si ce petit camion orange était aussi une solution pour redynamiser le commerce en campagne? À son bord, Laura, une coiffeuse ambulante. Le but étant de rester vers chez moi pour économiser financièrement, tout ça, le budget. Donc voilà, ça fait déjà 20 communes, donc c'est déjà énorme. Ce matin-là, elle installe son salon de coiffure au milieu d'un marché. Est-ce que ça te va? Ouais. Mois de décembre, ouais. Est-ce que je les épaissis ou pas? Non. Non, je laisse comme ça. Ouais. Ok. Pourquoi vous avez fait ce choix d'acheter ce camion et d'être en itinérance? Pour être libre et puis voilà, d'être tranquille, d'avoir sa petite vie à soi. La liberté. Son pari, investir 30 000 € dans un camion aménagé et créer son activité pour vivre sur ce territoire. Beaucoup de clients sont bluffés. Les campagnes, elles sont anesthésiées depuis 15 ans. Il n'y a plus rien. Donc si elle arrive à tenir le coup et à relever le défi en étant itinérante, avec son salon ambulant, ça sera un joli pied de nez, quoi. C'est appréciable, on en a besoin. Pour être les grosses têtes, ils y pensent à ça. Pas qu'à eux parce qu'ils sont tout vaillants, mais un jour ils viendront âgés aussi. Hein. Mais ils ont des bonnes, nous on n'en a pas. Vous avez réussi votre mission quand vous entendez ça? Ah oui, honnêtement oui. Ça réchauffe et puis on se dit on est motivé. Ça motive. Retour sur son exploitation pour le créateur des magasins Plaisir Fermier. C'est ici que l'éleveur porcin réinvestit les bénéfices des ventes. La maternité vient tout juste d'être rénovée. Tous les sols étaient fatigués et tout. Et donc pour le bien-être animal, on a mis des sols plastiques pour pas avoir que les animaux ça blesse les pattes et compagnie. Et donc ça, c'est vrai que c'est des réinvestissements qu'on a pu réaliser
du fait qu'on vend nos cochons à un prix correct dans les magasins, quoi. En 10 ans, il a réduit le nombre de cochons, mais augmenté l'espace de transformation. Aujourd'hui, on est en train de préparer des poivrons farcis. Les poivrons qu'on a pris chez notre collègue Stéphane Juin, celui qui alimente les magasins aussi en produits, enfin légumes. Et donc, on les transforme, on va mettre de la farce dedans, on va les faire cuire, on les mettra dans le magasin demain. Pour répondre à la demande, plus de 10 personnes ont été embauchées sur place depuis 2009. C'est un bon principe, l'élevage et puis consommation en direct, je trouve que c'est superbe. C'est un bon procédé. Être innovant pour survivre, le boulanger de Feniou l'a bien compris lui aussi. Fais pas la grimace, hein, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est notre petit secret. C'est un liquide qu'on rajoute. Mais le secret, ça reste le secret. Mystère, comme un Fort Boyard, faut trouver l'énigme. On la mélange un peu comme ça, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Hein. Sa galette à l'angélique est devenue sa signature. Vous savez, une galette à l'angélique, vous le voyez, elle se partagera en 8. Ça veut dire qu'il y a 8 personnes qui vont la manger. 8 personnes qui vont donner leur avis. Alors c'est sûr qu'on peut avoir 8 personnes qui n'aiment pas l'angélique. Mais en principe, ils reviennent. Hein. Des commerciaux distribuent ensuite ce produit 100% local dans une demi-douzaine de départements limitrophes. S'il n'y avait pas les galettes, je pense que Feniou serait appelé à mourir. Parce que bon, aujourd'hui, le problème du milieu rural qu'on est obligé de combattre, c'est que c'est toutes ces créations de boulangeries qui se sont montées aux entrées de ville. Donc il faut savoir qu'à chaque rond-point, il y a une boulangerie qui se monte. Les gens ici travaillent, la plupart des jeunes travaillent sur New York. Qu'est-ce qu'ils font? Des bouchons, ils prennent une baguette chaude. Des clients qui se font rares, Laura connaît bien ce problème. Après 10 mois d'activité, il lui arrive encore d'avoir des journées très calmes. J'entends toujours oui, on fait rien dans nos communes, on fait rien dans nos communes. Et puis quand on fait quelque chose, les gens ils viennent pas essayer, ils viennent pas voir. Donc c'est un petit peu frustrant. Donc du coup on n'y retourne pas forcément parce que si on n'a pas de clientèle, on va pas aller dans un endroit où on n'a rien, quoi. Ça va? Oui. Allez. Car l'originalité de son salon de coiffure surprend encore. Ce couple d'agriculteurs retraités, par exemple, n'a jamais franchi le pas. Mais là, comme on ne sait pas à l'avance, c'est ça qui est dommage quand c'est pas à l'avance, quand il vient. Il suffit de lui demander. Il suffit de téléphoner et prendre un rendez-vous. Traverser la rue et lui demander. Il faut lui demander. Il n'y avait jamais parlé encore? Si, je lui ai parlé parce que je lui ai demandé son numéro de téléphone. Ah. Je l'ai à la maison. Et c'est ça, j'ai dit, il faudra que j'y aille. Vous n'êtes pas méfiante? Non, pourquoi? Non. Au Moulin du Chêne, c'est l'heure de replier ses ailes. La famille Lerceteau rejoint à 300 mètres de là sa nouvelle maison au milieu des champs. Un changement d'environnement complet pour les 4 enfants de la fratrie. Ils vivaient il y a encore 1 an dans une ville de 10 000 habitants. On est obligé de faire de la voiture ou d'aller plus loin pour chercher les choses. Alors qu'à Thouars, c'était plus près. De temps en temps, on n'a pas trop envie d'aller travailler. Du coup, on reste un peu à la maison. Parce que vous aidez au moulin, vous? Oui. Qu'est-ce que vous faites? On aide à faire la vente et on aide à faire les paquets. Sans le soutien total de sa famille, Franck Lerceteau ne serait jamais devenu meunier. Et s'il n'arrive pas encore aujourd'hui à se dégager un salaire, il est certain que le vent tournera. Si chacun apporte sa pierre à l'édifice, je pense qu'on va faire saliver les gens, qu'on va leur donner l'envie de consommer sur place, l'envie de consommer proche, et puis les produits de leur terroir. Et qui sait, un jour peut-être, le meunier fera de la farine avec son propre blé cultivé par ses soins. Laura, elle, gagnera enfin plus de 1 300 € par mois et investira dans un 2e camion. David Fèvre ira à l'Élysée pour présenter lui-même ses solutions afin de sauver les commerces en campagne. Enfin, Jean-Philippe
inaugurera un 5e magasin dans le nord des Deux-Sèvres si les banques acceptent de le suivre à nouveau. Mais quoi qu'il arrive, avec eux, le décompte pour une nouvelle ruralité est lancé. De retour à Saint-Pierre-de-Frugy pour la suite de cette enquête de région sur la vie à la campagne. La disparition des services publics signe souvent la mort lente d'un village. Et bien ici, cela a presque été le déclic pour Monsieur le maire afin d'enclencher la mutation de Saint-Pierre-de-Frugy. Bonjour Philippe Berchabot. Bonjour. Merci de nous accueillir à Saint-Pierre-de-Frugy. Bienvenue, oui. Dans votre commune. Combien de nouveaux habitants cette année? 79. 79 On a fait les comptes hier, c'est ça, voilà. Ça fait un total de combien en population? Alors, vous direz exactement, puisque c'est environ 430, je pense, maintenant. Ah, donc c'est quand même impressionnant le nombre de nouveaux habitants. Les gens qui viennent ici, enfin qui veulent venir ici, ils vous demandent quoi? Ils recherchent quoi? Alors, ils viennent, ils cherchent, je pense, la qualité de vie. Voilà, c'est ça, en premier. Voilà. D'accord. Ils ne cherchent pas l'emploi, ils cherchent la qualité de vie. Et ils vous appellent directement pour savoir comment concrètement ils peuvent s'installer, c'est ça ou... On a des appels et également beaucoup de sollicitations par mail. Voilà. Comment vous faites, avec un petit budget dans cette commune finalement, pour réussir à mener autant de projets de front, une école, des nouveaux bâtiments? Comment vous faites? Bon, il faut que ce soit On est très accompagnés d'un genre. On a la communauté de communes, on est le département qui nous aide énormément. Et en plus, je vous dis, on a des projets qui sont de bon sens, donc des projets qui sont raisonnables. Voilà, on reste dans la raison. Presque un autofinancement, c'est ça ou... Oui, on fait beaucoup de choses en régie, on appelle ça en régie, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des agents communaux qui savent un peu tout faire. C'est-à-dire que lorsqu'on a des restaurations à faire, on les fait nous-mêmes. L'école notamment, le patrimoine a été restauré en régie, tous ces trucs-là, donc c'est peu de coûts. D'accord. Voilà. Bon, le problème, c'est que maintenant vous êtes maire à vie, en fait, à Saint-Pierre-de-Frugy. Peut-être pas, quand même. Non, je pense pas. Bon, vous m'amenez faire un tour dans le village? Oui, bien sûr. Bon, allez, on y va. Voilà. Merci. Monsieur le maire, là, c'est un jardin pédagogique, partagé. Pourquoi l'avoir créé ici? C'est un peu l'âme du village, finalement. C'est un peu l'âme du village parce que c'est là qu'on prend tous les thèmes qui ont été chers et qu'on a mis en place presque aussitôt lorsque nous sommes arrivés. Donc du bio, du bien vivre, c'est ça? Du bien vivre et sur des méthodes aussi un peu plus responsables. Qui sont ces néo-ruraux qui viennent à Saint-Pierre-de-Frugy? La plupart du temps, ce sont des actifs, des gens qui ont des études supérieures et qui ont... Il n'y a pas pour autant de travail énormément ici. Ils ne cherchent pas le travail, ici, ils viennent l'endroit pour vivre. Et à partir de là, ils créent leur emploi, où ils en trouvent autour. Mais leur objectif principal, c'est de trouver un endroit où ils seront agréables à vivre. Voilà. Et vous pensez que ce modèle, c'est presque un modèle de société? On parle de village un peu bobo. Ah, c'est pas bobo, non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un modèle équilibré où on retrouve des gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Voilà, c'est surtout ça. Et le bien vivre ensemble n'est pas un vain mot ici, on peut le dire. C'est que les gens, dès qu'ils arrivent ici, ils ont envie de se rencontrer, et de créer et de faire des choses ensemble. Oui, ça c'est sûr. En un mot, vous pensez que ce modèle, entre guillemets, il peut être applicable dans d'autres communes, d'autres villages qui sont en perte de vitesse? Moi je pense, oui, certainement. Il ne faut pas avoir d'objectifs ambitieux. Une chose alimente l'autre et on arrive au cercle vertueux. Le restaurant se sert à la boutique se sert chez les producteurs locaux, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon. Voilà. Merci bien. Alors les élus ruraux, comme vous, sont en première ligne quand les villages doivent maintenir l'activité. Exemple, en Lot-et-Garonne, le département est l'un des plus pauvres de France. 2 tiers des communes sont placées en zone de réhabilitation urbaine, l'équivalent des quartiers prioritaires en ville. Vous allez voir que maintenir des services publics est un vrai casse-tête. Pourtant, aujourd'hui, des services innovants permettent d'éviter la désertification rurale. Regardez. Sur la route départementale 145, à 35 km de Marmande, l'automobiliste traverse Saint-Colomb-de-Lauzun en quelques secondes, sans que rien n'accroche le regard, ni commerce, ni activité. Sur le bord de la route, il y a seulement Guy. Bonjour. Retraité agricole, Guy est né ici il y a 83 ans. Il n'y a pas beaucoup de monde par ici. Ah ben non, c'est un village qui se meurt, quoi.
Depuis quand vous habitez Saint-Colomb-de-Lauzun? J'ai toujours habité la commune. Avant, j'étais dans une ferme à 2 km là, à Maurillac. Et puis à la retraite, je suis venu là. C'était comment il y a quelques années il ici? y avait tous les commerces, là. Il y avait les épiceries, boulangeries, charrons. Maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Des villages comme celui-ci, il y en a des dizaines en Nouvelle-Aquitaine. Un monde rural où tout ferme malgré les manifestations, fréquemment diffusées au journal régional. Était également de ce lundi une manifestation en Dordogne pour sauver des gendarmeries en secteur rural. Une manifestation d'habitants et d'élus locaux. Complètement presque abandonnée. L'annonce de cette fermeture de classe a fait l'effet d'une véritable bombe ici. La décision est tombée. La direction de la Poste va bien fermer le vieux bureau du 23, place de la Madeleine, au mois d'octobre. À quelques kilomètres de Saint-Colomb-de-Lauzun, voici Montignac-de-Lauzun, où la Poste a fermé là aussi. Bonjour, vous allez bien? Le maire s'est retrouvé dans une situation délicate. 300 habitants, une maison sur 2 inhabitée et seulement une école à classe unique et un salon de coiffure. La population est stable, mais avec une population qui vieillit. Donc notre souci, c'est de maintenir un minimum de services de proximité pour que des jeunes adultes viennent, que l'école puisse fonctionner. S'il n'y a pas de services de proximité, pour moi, socialement, il n'y a plus de village. Il n'y a pas un lieu où les gens puissent se rencontrer, et puis il n'y a pas ce service. C'est-à-dire qu'ici, il faut faire 10 km pour aller aux centres commerciaux de Miramont, 8 de Lauzun ou de Montbahut, 10 de Tombeuf. Comme nous sommes loin de tout, ça deviendrait un gros handicap s'il n'y a pas le minimum de services de proximité. Mais depuis quelques mois, on peut à nouveau faire ses courses au village, grâce à l'ouverture d'une épicerie multiservice. Un commerce comme un autre, sauf que les murs, le stock, tout appartient à la commune. Voilà ce que l'on découvre en rentrant. Donc on a tenu à ce que ce soit agréable à l'œil, d'où cette couleur qui peut surprendre pour une épicerie. Et on a choisi un petit peu les meubles. Tout ça a été fait maison. On a bricolé ça avec le police municipal, les adjoints qui s'y connaissent en bâtiment. À peu près 10 000 € de rafraîchissement et d'équipement, sans subvention. À gauche, il y a un guichet de l'agence postale. Votre carte, s'il vous plaît. Très pratique pour cet habitant. Ils évitent de faire 12 km, mais bon, ça vit. À nouveau. À droite, l'épicerie, où l'on peut trouver un peu de tout. Du pain, des légumes locaux, de la viande et des conserves. Ça fera 2,80 € s'il vous plaît. Merci. Moi, je suis pour qu'il y ait des endroits comme ça partout. Au moins, c'est convivial. On peut discuter. S'il n'y a plus rien, il n'y aura plus personne. De toute façon, c'est vite fait. Il y a aussi un espace internet, une mini-bibliothèque. On peut même prendre un café. Maintenant, ça revit un peu et puis ça marche bien, je pense, avec la Poste. Du coup, les gens viennent même pour boire un café, même pour parler. Voilà, juste, du coup, moi je suis contente, je suis ravie. Bonne journée, petit gars. Au revoir, Jacques. L'épicerie multiservice est ouverte 7 jours sur 7. Son fonctionnement coûte 30 000 € à la commune. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous, car le maire ne sait pas combien de temps il pourra payer ses employés. Commune 10 fois plus peuplée, Miramont de Guyenne a le même souci dans son centre-bourg. Cette ancienne bastide est connue pour son industrie de la chaussure, qui fut florissante dans les années 70. Mais depuis, le nombre d'habitants est à la baisse et le nombre de commerçants aussi. Là, je me trouve dans la rue principale de Miramont de Guyenne. Effectivement, il y a beaucoup d'enseignes fermées, de magasins fermés des deux côtés de la rue. On va aller voir monsieur le maire pour savoir ce que fait la commune pour rester attractive et dynamique. Priorité du maire, sauvegarder la crèche, la piscine municipale et surtout l'offre médicale. Où est-ce que vous nous amenez? Alors là, je vous amène à la maison médicale. Nous avons construite donc en 2014 et qui tourne à plein régime et qui est la référence pour le territoire et qui intéresse à peu près 11 500 habitants. Là, je me gare à oui, gauche. À gauche, oui, à gauche. Maire et aussi médecin de campagne depuis 32 ans. Michel Laplanche s'est battu pour attirer des confrères dans cette maison de santé intercommunale. Nutritionniste, une ancienne infirmière qui fait de l'hypnose, un infirmier libéral et pédicure, podologue également, on en a 2. Les 3/4 ce sont des libéraux, mais qui rendent bien sûr un service public, c'est évident.
À 25 km de l'hôpital de Marmande, ce lieu est effectivement vital pour Miramont et les communes alentours, qui ne disposent pas de transport en commun. La demande est particulièrement forte pour les 2 médecins généralistes. On a à peu près 2000 patients chacun, alors qu'on devrait en avoir 1200. Donc là, on est déjà à un seuil critique. Au sein de la maison de santé également, un service psychiatrique rattaché à l'hôpital d'Agen. Ce service a bien failli fermer en juin dernier. Son maintien a été un grand soulagement pour cette infirmière. Et si votre service avait été supprimé, comme ce qui était prévu, les patients faisaient comment? Mais après, ils allaient sur Marmande ou pas, quoi, voilà. C'était sur Marmande et voilà. Et donc, comme ils ont beaucoup de difficultés à se déplacer, ça allait être compliqué pour eux, quoi. Donc, effectivement, que cette unité reste sur Miramont, il y a une demande de proximité et c'est très important, quoi. Nous allons à présent à Duras découvrir la MSAP, la maison de service au public. Il y en a 5 dans le département du Lot-et-Garonne. Ces maisons permettent de maintenir un minimum de services publics en zone rurale. Duras, à la frontière de la Dordogne et de la Gironde. Cette commune de 1200 habitants est une pionnière en matière de maintien de services publics. Depuis 1998, dans ce bâtiment intercommunal, les habitants peuvent accomplir toutes leurs démarches administratives. CAF, Pôle emploi, MSA, EDF. Cette dame, par exemple, vient pour accéder à son compte sécurité sociale. Pour avoir un accès à Amélie. Afin d'optimiser le temps d'attente, merci de vous munir de votre numéro de sécurité sociale. C'est très utile, un lieu comme oui. ça. Ah oui. Vous feriez comment sinon? Ben, je sais pas. On a une moyenne de 396 visites par mois. Voilà, donc c'est énorme. Car beaucoup d'habitants n'ont pas d'ordinateur et souvent pas non plus d'accès Internet. La majorité a besoin d'être accompagnée dans les démarches. Non. Quand il recevra ce courrier, je lui demanderai qu'il vienne me voir. Entre la fermeture de nombreux services publics en zone rurale et la dématérialisation administrative, les employés municipaux sont obligés d'assumer de nouvelles tâches. Vous avez des personnes qui ont 90 ans, qui ne savent pas ce que c'est une boîte mail, qui ne savent pas ce que c'est la dématérialisation. Ça devient un peu plus compliqué parce qu'ils perdent cette maîtrise. Et nous sommes obligés de nous substituer à eux. Depuis la fermeture de la perception, par exemple, depuis les 7 premiers mois de l'année, on a monté de 20% la fréquentation ici. Parce que, effectivement, il faut qu'ils se retournent vers quelqu'un qui peut les aider. Les élus ruraux attendent le très haut débit avec impatience à l'horizon 2019-2020. Ils espèrent ainsi attirer des entrepreneurs et de jeunes couples pour redynamiser cette campagne où il fait bon vivre. La campagne pour quelle vie? C'est le thème central de cette enquête de région. Toujours à Saint-Pierre-de-Frugy, en Dordogne, village qui avait perdu son école publique il y a une dizaine d'années. Et pourtant aujourd'hui, regardez, il y a bien une école Montessori, pédagogie très tendance, adaptée au rythme de chaque enfant. Bonjour Céline Rodriguez. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette école privée qui est ouverte depuis combien de temps? Nous commençons notre 4e année. Bon, et combien d'enfants sont scolarisés aujourd'hui? Aujourd'hui, 21 élèves. 21 enfants, oui. Et il y a donc 4 ans, c'était 6. 6, ah ouais. Oui. Donc le projet marche bien, et c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet d'école Montessori. Tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce projet ici à Saint-Pierre-de-Frugy? Alors, au départ, créer le projet, c'était parce que j'avais d'autres envies pour mes enfants que ce qui est connu à l'heure actuelle dans l'éducation nationale. Moi-même, j'étais enseignante à l'éducation nationale et en école publique, et donc j'étais plus ici trop en adéquation avec mes idées. Et ici, parce que en cherchant un endroit où nous installer, eh bien, on a rencontré M. Chabot, le maire de la commune, qui nous a accueillis à bras ouverts. La philosophie qu'on essaye de mettre en place ici, c'est la simplicité, et le village était le lieu idéal. Et alors les enfants qui sont scolarisés ici ne viennent pas tous de Saint-Pierre-de-Frugy? Non, mais de plus en plus. D'accord. La première année, il n'y avait pas d'enfants de Saint-Pierre-de-Frugy. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux habitants qui... Voilà, c'est ça. C'est le fait de faire venir de nouveaux habitants par les idées qui sont développées ici à Saint-Pierre-de-Frugy. Ça fait venir de nouveaux habitants, de nouvelles personnes qui ont envie de se rapprocher de la nature, et du coup des enfants.
Delphine, vous venez chercher vos enfants ici. Ils sont tous les 3 scolarisés à l'école Montessori. Oui, tous les 3, oui. Ça a été un choix important pour venir s'installer ici, primordial? Primordial, oui. C'est vraiment avec cette école qu'on a pris la décision de venir s'installer à Saint-Pierre-de-Frugy. Parce que vous, c'est un vrai changement de vie, alors là, pour le coup. Tout à fait. Vous faisiez quoi avant? Alors moi, j'étais ostéopathe. Mon mari travaillait, était consultant. Et donc ici, on a repris le restaurant communal de Saint-Pierre-de-Frugy. Voilà, je vais également ouvrir une consultation en ostéopathie. Mais donc on habitait en Belgique, on vient s'installer ici, à la campagne. Voilà, et comment vous avez connu l'existence de ce village, en fait, un peu modèle? De par nos recherches, nos lectures. Pas de regrets? Absolument pas, non. On y gagne tellement en qualité de vie qu'il n'y a pas photo. On est très bien ici. Cette épicerie, c'est un autre lieu essentiel de la vie du village, épicerie bio qui fait vivre tout un réseau de producteurs locaux qui alimentent ce magasin de proximité. C'est ici que je retrouve mon nouvel invité, spécialiste de la ruralité. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur émérite des universités en géographie à l'université de Poitiers, spécialiste de la ruralité. On va d'abord faire le constat ensemble de cette ruralité aujourd'hui. Qu'est-ce qui attire les Français à la campagne aujourd'hui? D'abord, il y a le rêve, la campagne rêvée. Ce qui les attire, c'est le contraste avec la ville, où ils s'estiment opprimés, manquant de liberté, d'espace. Alors effectivement, à la campagne, on peut assouvir son rêve de liberté à travers les grands espaces. Pourtant, il faut y croire quand même pour venir à la campagne, parce que sans Internet, sans services de proximité, sans commerce, des fois c'est dur. D'abord, il y a 2 détentes à mon sens. D'abord, il y a un pari. Un pari, on claque la porte à la ville, au milieu urbanisé. Et on dit, tiens, on va aller vivre à la campagne. Alors on ne pense pas espace rural, on pense campagne. Et ensuite, les gens, lorsqu'ils arrivent, ils sont au défi de l'espace rural. Effectivement, comme vous l'évoquiez, le numérique, les transports. Et pour les gens qui travaillent à Périgueux ou à Limoges, le budget transport est quand même très élevé. C'est-à-dire que l'État a abandonné ces villages? Ah oui, l'État les a complètement désertés, vous voyez. Plus d'écoles, c'est un signe. L'initiative privée fait vivre le village à la place des responsables politiques. Voilà, on est passé, disons, d'une France du vide, désertifiée, à une renaissance rurale, mais largement aux mains de l'initiative privée. Si, il y a toujours le regard de l'État, mais qui, lui, est vertical, alors que l'initiative locale, elle est horizontale. Trop loin. Déconnecté, en fait. Vous savez, Bordeaux, c'est à quelques heures d'ici, quand même. Les gens qui arrivent en milieu rural, ici, sont fortement motivés. Ils ont des visions sur l'espace, la gestion de l'espace, du territoire. Et d'ailleurs, bien souvent, ils s'emparent des mairies. Les nouveaux retraités s'emparent des mairies, les jeunes actifs sont candidats. Alors effectivement, ça a bouleversé la structure des conseils municipaux. Il y a 35 ans, ici, le conseil municipal était dominé par les agriculteurs. Aujourd'hui, s'il y en a 1 ou 2, c'est le bout du monde. Bon, on se retrouvera dans quelques minutes pour parler des solutions d'avenir pour la campagne. L'avenir justement de la campagne, eux, ils y croient. On va prendre la direction d'un village de la Creuse qui fait de sa singularité un atout pour son développement. Faux-la-Montagne mise depuis 40 ans sur l'économie sociale et solidaire. Un village de 400 âmes qui s'est fait une réputation nationale, qui attire des néo-ruraux à la recherche d'une nouvelle vie. Voyez pourquoi à travers le témoignage d'habitants de ce village qui étonne. Regardez. Je m'appelle Catherine Moulin, je suis née à Paris dans le 16e et je suis maire de Faux-la-Montagne, de la commune de Faux-la-Montagne. En quoi Faux-la-Montagne est un modèle? Quelle question! On n'a pas du tout cette envie d'être un modèle, surtout pas.
Je m'appelle Morel Jean-Louis et mes deux fils, Damien et Régis. Nous sommes natifs de Faux-la-Montagne. Actuellement, nous occupons de la boulangerie-épicerie de Faux-la-Montagne. Et Faux-la-Montagne, c'est un modèle? Je pense, moi. Franchement, moi, j'ai jamais vu une chose pareille ailleurs, moi. On commence à être connu au niveau national, hein. C'est vrai que Faux-la-Montagne. Je m'appelle André Bessette. Au village, tout le monde me connaît sous le nom d'Édé. Je suis né en Creuse et je suis agriculteur à la retraite depuis 11 ans. À Faux-la-Montagne, il y a quand même un modèle. Alors un modèle de société, c'est ce que vous voulez me faire dire, c'est l'économie sociale et solidaire, oui. Ben, c'est comme je vous disais, chacun arrive avec son projet et s'est installé et développe son activité. Hein. Faux-la-Montagne, qualifiée de tous les noms. La Rouge, la Marginale, la Bobo rurale. Faux-la-Montagne, loin des clichés, continue sur sa voie. Singulier village, social et solidaire. À Faux-la-Montagne, personne ne se soucie de placer des mots sur les actes. Et c'est parti, attends. Je m'appelle Yann Andrieux, j'ai 28 ans et je suis né en région parisienne à Pontoise. Je travaille dans l'entreprise coopérative Ambiance Bois. 3 coopératives ouvrières, une agence postale communale, un salon de thé autogéré, une télévision, une crèche associative, un éco-quartier, bientôt une station-service. Comment marche votre coopérative? Pas de patron. On aimerait être tous patrons. Enfin, ça serait l'idéal qu'on soit tous patrons. Comme disaient certaines personnes lorsqu'Ambiance Bois est venu s'installer, et dit tu parles, ça ne peut pas marcher, ils sont tous PDG. Mais PDG avec des pullovers percés comme nous on avait dans l'agriculture. Hein. Et pas des salaires de PDG comme on a comme on l'a dans l'esprit. Du coup, la solution qui a été trouvée pour simplifier ça, c'était de dire on est tous au même salaire. Comme ça, la question est réglée. Et les ajustements en fonction des besoins plus ou moins importants des gens, ils vont se faire différemment avec des cagnottes qu'on va mettre en place en cas de coup dur pour quelqu'un ou avec la disponibilité du matériel pour le chantier de quelqu'un ou la disponibilité des véhicules pour un déménagement d'un autre. Enfin, on a une solidarité qui se fait, qui n'est pas statuée, mais qui est présente quand même et qui permet de gommer les inégalités qu'il peut y avoir dans l'égalité des salaires. Je m'appelle Edwin Sefti. Je suis né au Cameroun et ça fait 20 ans que je suis à Faux. Je travaille à Ambiance Bois. On travaille à Ambiance Bois comme partout. Il faut travailler des fois, tu as mal au corps pour gagner ton salaire. Et c'est toi qui gères ton temps pour travailler. Si tu es fatigué, à 2 heures de l'après-midi, tu peux choisir de ne pas venir, mais tu viens le soir à 6 heures, tu finis de travailler, tu fais ton travail. Personne ne va te contrôler. C'est qu'il faut que ton travail il soit fait. De nouveaux habitants, jeunes actifs ou retraités de retour au pays. Une nouvelle dynamique, ça dure depuis 40 ans. Un terreau propice aux initiatives en tout genre, des plus classiques aux plus exubérantes, débattues en assemblée villageoise entre gens d'ici et gens d'ailleurs. À vol d'oiseau de la Creuse, on est à 500 mètres. D'accord. 500 mètres, on est chez les voisins. C'est à 3 km. C'est à 3 km, à c'est peu par près. où? Par là. Vous suivez la route principale. Entre vous et les néo-ruraux, ça se passe comment? Eh bien, ça se passe très bien. Pour ma part, je n'ai eu aucun conflit avec eux et eux avec moi par la même. Hein. Je pense que on se trompe de problématique, quoi. C'est pas du tout. Même des fois, ça m'énerve carrément qu'on parle de ça, quoi. Entre vous et les néo-ruraux, ça se passe comment? Bien. Bien, oui. Oui. Bah, si ça se passait mal, on ne serait plus là. Hein. Non, ça se passe bien. Bon, bah, ils sont en train d'établir une nouvelle politique. Hein. Ils font des essais.
Hein? Et puis, moi, des fois, il m'agace un peu, mais il y a d'autres moments, ils ont des bonnes idées. On va dire. On comprend pas tout. On comprend pas tout. Je m'appelle Hélène Pavie, je suis propriétaire de l'auberge de la Feuillade et je suis née en Normandie. Ce qui est étonnant, c'est que tous les gens qui arrivent à Fos ont tous à peu près les mêmes pensées, la même pensée. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces gens qui... Eh bien, le partage, l'entraide, la vie avec les autres, et que ce soit toute génération confondue, je pense. Je vois ici. Ici, tout le monde se parle. Même les gens d'ici, les gens qui ne sont pas d'ici. Tout le monde échange. Et ça, c'est bien. Je m'appelle Maxime Léon, j'ai 39 ans. Je suis animateur de l'association Controla, ici à Faux-la-Montagne. Et je suis né à Liège, en Belgique. À Faux-la-Montagne, il y a sans doute un microclimat. En tout cas, un écosystème qui lui est propre. Une force qui lui appartient. Probablement lié à son histoire, la résistance, le communisme rural, presque un patrimoine légué aux héritiers d'un modèle alternatif à la réputation sulfureuse. C'est d'abord essayer de changer les choses là où on se trouve, avant d'imaginer un grand soir qui n'arrivera sans doute jamais. Comment sulfureuse? Parce qu'il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent. C'est ça, sulfureux? Bah, les gens, oui, c'est normal de dire ce qu'on a envie de dire au moment où on doit le dire, non? Pour Faux, on est bien vu d'un côté, parce qu'on résiste un peu, c'est vrai, au niveau population. Mais on est mal vu des fois par d'autres personnes. Quand on va ailleurs, on est... Ah, Faux-la-Montagne, Tarnac. Ça y est, c'est la zone, là. La plupart des initiatives, j'ai pas l'impression qu'elles se fassent contre quelque chose. Elles se font plus parce qu'il y a besoin, qu'on est un peu isolé, parce que la chose n'existe pas. Du coup, on la crée nous-mêmes parce que personne ne va venir la créer pour nous et qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne la créer pour nous parce qu'on a envie de le faire soi-même. C'est pas une résistance au sens résister à un mouvement, c'est plus une émergence de choses. Je pense qu'on étonne et on perturbe parce qu'on a un mode de penser et d'agir qui est pas dans les trucs... Se prendre en charge, s'entraider, accueillir, ce sont les 3 règles d'or qui régissent la vie du village. Ambiance particulière, si on veut, mais c'est une ambiance quand même bon enfant, ambiance d'accueil. On ne refuse, du moins personnellement, et même l'équipe municipale, dont je faisais partie à une époque, ne refuse personne. Hein. Il a été accueilli il y a 20 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres gens qui sont arrivés derrière moi et qui, en fait, Faux-la-Montagne continue d'accueillir. Ils ne sont jamais dit qu'il manque de travail pour un tel et un tel. Bravo, le ruban est coupé. Voilà, bravo. Dois-je faire des ciseaux? Pour moi, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a juste simplement, il faut faire très attention de ne pas dire, vous venez juste d'arriver, il faut vivre comme nous. Ou je viens juste d'arriver et je vais vous montrer comment il faut faire. Ça, c'est 2 choses qu'il faut faire très attention à ça. Mais quand on fait, je me dis, ça coule comme de source. Est-ce un modèle fragile? Tout est fragile à l'heure actuelle. Hein. Mais du fait que ce sont des petites structures avec des investissements pas très importants, c'est beaucoup moins fragile qu'une grosse boîte qui, le jour où ça va mal, elle se casse la figure. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que Ambiance Boîte tire un certain nombre de personnes qui sont reliées à cette entité-là, plutôt que d'avoir un groupe qui pousserait
qui pousserait l'ambiance bois. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus des collègues et de moins en moins des co-entreprenants ou des copains de lutte. À Faux-la-Montagne, un mot revient souvent dans les échanges captés ici et là. Celui de résilience, résister au choc et repartir au combat. C'est tout Faux-la-Montagne, un village en mouvement qui rejette l'inertie. Faux-la-Montagne a beau être loin de tout, ses habitants ne sont pas des insulaires. Attachés à leurs racines, à leurs traditions, ils entendent agir dans ce monde agité pour consolider ce modèle qui leur est cher. Et l'avenir de Faux-la-Montagne? L'avenir, pour moi, il est bien. Il faut que ça continue comme ça. Il faut que ça continue. Et qu'on les aide un peu. Je vois l'avenir avec sérénité quand même, puisque tant qu'il y aura des gens qui s'entraideront comme ça, on arrivera à vivre, à faire vivre cette jolie région quand même. Oui, moi je ne suis pas inquiète et je vois les générations de mes enfants qui reviennent ici. Et puis, on est capable d'accueillir d'autres, bien sûr. Donc, la mouvance, elle va continuer et je trouve que c'est bien. L'esprit solidaire et l'esprit de résilience qu'on trouve ici, je pense, va pouvoir nous permettre de tenir le coup face aux chocs, aux différents chocs qui s'annoncent dans les décennies à venir. L'avenir ? Enfin, pour moi, il me paraît plutôt rassurant, l'avenir ici. J'ai de l'espoir. Ça va continuer. De retour à Saint-Pierre-de-Frugy pour la suite de cette enquête de région sur la vie à la campagne. Avec nous toujours Michel Périgord, universitaire spécialiste de la ruralité. Alors Michel, Saint-Pierre-de-Frugy où on est Eldorado du bio et du bien vivre, Faux-la-Montagne où on était chantre de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il faut qu'un village aujourd'hui développe un autre modèle de société pour réussir finalement? Bien sûr. Et en particulier un modèle de société adossé à l'économie résidentielle et l'économie touristique. C'est ce que nous avons en exemple sous les yeux, avec un village quasiment entièrement rénové et des pôles, des spots touristiques tout autour du village. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu tous ces spots touristiques et j'ai été très impressionné. Il y en a pour tous les âges, ça commence à partir de 2 ans. Alors l'avantage de l'économie résidentielle, c'est qu'ici, les artisans sont en réseau et travaillent en symbiose avec les habitants. Autrement dit, le filon n'est pas encore tari. On a vu que dans nos campagnes, il y a un potentiel économique important au fil de nos reportages. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en priorité pour développer ce potentiel, selon vous? Le potentiel, il n'est pas très loin par rapport à Saint-Pierre-de-Frugy. Vous avez un potentiel... Au-delà du cas de Saint-Pierre-de-Frugy, dans la ruralité française, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour doper cette fréquentation, ce marché, en fait? De l'initiative collective. Tout vient des habitants, en fait, aujourd'hui. Qui poussent leurs élus à agir, qui poussent leurs élus à l'action. Et ils poussent tellement que ça les épuise, les élus. Voilà. Et ce phénomène de désertification rurale qu'on a vu dans beaucoup de départements en France, est-ce qu'aujourd'hui, il est similaire ailleurs, par exemple en Europe? On trouve ce même phénomène ou c'est un cas particulier en France? On l'a trouvé dans les Abruzzes. On l'a trouvé en Espagne, mais par exemple dans l'Aragon, dans la Castille, on a le même mouvement de restauration de villages comme à Saint-Pierre ici. Donc c'est un phénomène de société? On peut penser que c'est un phénomène de société, mais attention, c'est que le FEADER n'y est pas pour rien. Le FEADER, c'est-à-dire le Fonds européen de financement pour l'aménagement rural. Donc, si on regarde le budget, la part de l'Europe dans la rénovation des villages, des maisons, elle est quand même très importante. Donc, merci l'Europe. Merci l'Europe quand même. Oui.
Jusqu'où grandira Saint-Pierre-de-Frugy? Sa future école est en chantier, une grande ferme bio est en projet. Et dans son virage vers le bien-vivre à la campagne, le village rêve même d'autonomie énergétique. Ici ou ailleurs, vous l'avez vu, la campagne se réinvente, à marche forcée certes, une France des solutions alternatives. Alternatives gadgets ou durables pour repeupler nos campagnes. L'avenir le dira. Aujourd'hui, à peine 100 000 Français quittent la ville pour s'installer à la campagne. Merci de nous avoir suivis.